On va commencer par parler des conseils de classe et conseils d'élèves, ou assemblées de classe, conseils de coopération. Et puis, je vais présenter chacun des coins de ma classe relativement brièvement pour les 20 premières minutes. Et puis ensuite, vous aurez un petit sondage qui vous sera proposé. Vous pourrez choisir plusieurs thématiques que vous voudriez voir être approfondies et on choisira les deux qui auront été les plus plébiscités pour quelques minutes d'approfondissement. Vous avez parlé, il y a eu des questions sur l'assemblée de classe. Moi, j'appelle ça assemblée de classe dans le canton de Vaud, puisque le cadre de la LEO, en fait, de la loi sur l'enseignement scolaire, utilise le mot conseil de classe pour le seul moment où les enfants ne sont pas là et où les enseignants en fait, décident de cas, de situation d'élèves. Et donc, j'ai demandé à ce qu'il y ait des changements, en tout cas dans certains textes légaux. Ça prend un petit peu de temps et c'est pour ça que moi, je parle plutôt d'assemblée de classe. Il y avait une question de M. Romer sur quelle place donner à la gestion des conflits en fait, dans ces moments-là. C'est une question extrêmement pertinente. En fait, on reprend une culture, tu as parlé de culture de participation, on prend une culture de participation qui vient en fait de Daniel Jasmin pour la plupart. Quand on parle de conseil de coopération, elle a écrit dans 1994, sauf erreur, un livre qui a beaucoup impacté la francophonie et la participation à l'école. Et Daniel Jasmin, elle avait justement ses « je félicite »,« je demande », elle avait ses rubriques. Et elle s'est rendue compte petit à petit, 10 ans après, elle a écrit un article très intéressant sur son bilan après ce qu'elle avait proposé, que finalement, la gestion des conflits, c'était peut-être pas le meilleur endroit dans une assemblée de classe d'inviter des conflits interpersonnels qui ne concernaient pas toute la classe. Et c'est un parti pris que j'ai pris moi dans ma pratique. Et je n'invite plus de conflits s'ils ne concernent pas tous les élèves ou si les élèves ne sont pas tous informés du conflit. Est-ce que ça veut dire qu'on met de côté tous les conflits? Eh bien non, mais il faut laisser de l'espace. Et c'est bien ce que tu disais, Maud, tout à l'heure. Et avec quelques collègues, on a développé un outil pour la gestion de conflits. Reprenant la communication non violente de Marshall Rosenberg, ce psychologue américain, eh bien, on a adapté cet outil pour la classe. On l'a utilisé avec des élèves de première, deuxième, à dicter à l'adulte. Et puis, ça peut s'utiliser aussi avec des grands jusqu'au secondaire. En fait, l'élève met ici son observation. Il peut dessiner son sentiment ou l'émotion qui est associée et puis donner le degré de son émotion ici. Et puis, en dessous, son besoin et sa demande. Et finalement, est-ce que le problème a été résolu et non résolu? Alors, pourquoi on parle de participation et de gestion de conflit? Parce que, en fait, en utilisant cet outil-là, depuis qu'on l'utilise avec quelques collègues, on se rend compte que petit à petit, on sort de la gestion de conflit et elle devient participative. Et donc, on offre des espaces pour que cette gestion de conflit existe. Elle est importante pour nous. Il n'y a pas de petit problème. En fait, s'il y a un problème inter-élève, eh bien, c'est qu'il faut le régler. Alors, est-ce qu'il faut le régler à ce moment-là? Le fait de pouvoir déjà le poser par écrit, c'est déjà un pas énorme. Et je ne peux m'empêcher de présenter Janusz Korczak, le père des droits de l'enfant, qui, pour la gestion de conflit, disait dans son orphelinat, écoutez, si vous avez envie de taper quelqu'un, pas de problème, faites-le, mais il faut juste le notifier 24 heures à l'avance par écrit. Et en fait, 24 heures après qu'on ait envie de fracasser la tête de quelqu'un, il ne reste plus grand-chose de l'émotion qu'on avait. Et le fait de pouvoir écrire l'émotion, eh bien, ça pose les choses. Et pour l'avoir utilisé avec pas mal de collègues, puis on l'a intégré maintenant à large échelle dans notre établissement, je peux dire que la gestion de conflit peut être participative, dans le sens où on prend de moins en moins part à ce rôle d'arbitrage qui est assez inconfortable quand on n'a pas eu accès à tout ce qui s'est passé, et comment qualifier le crime le plus odieux entre celui qui a insulté et celui qui a donné le coup de pied. Et en fait, je crois qu'on peut se libérer des espaces de participation dans la classe, de beaucoup de conflits qui en fait concernent que quelques élèves. Donc ça, c'était un outil sur la gestion de conflits. Pour l'assemblée de classe, il y a aussi un autre élément qui peut vous accompagner ou accompagner des collègues qui voudraient mettre en place des conseils de coopération, assemblées de classe, en évitant qu'il y ait des conflits et plutôt avoir des projets qui réunissent et qui font qu'on construit quelque chose de commun et une culture participative. J'ai ici développé petit à petit un billet qui met en titre, ah, vous voyez rien ici, vous voyez objet, et en fait, ça permet à la personne d'identifier, attends, en fait, c'est quoi que j'ai envie de présenter ici? Et ça nous sort des
tu verras, si tu ne fais pas ça, je te promets, on en parle en assemblée de classe. Si vous avez vécu des assemblées où on est d'accord d'inviter les conflits, alors il y a toute la préparation avant. Oui, mais si toi t'en parles au conseil, alors moi aussi je vais en parler. Et puis je vais dire que tu as dit ceci et cela. Et en fait, orienter vers des objets de discussion, on oriente en fait petit à petit vers des projets. Et c'est trop bien de voir des élèves qui créent des aménagements pour la classe, pour l'établissement, qui veulent organiser des courses d'école, qui font des marchés, qui veulent offrir de l'argent à des personnes qui en auraient besoin. Mais ça arrive, à mon avis, une fois qu'on a libéré ce que Daniel Jasmin regrette, tous les conflits qui étaient en fait pas un conseil de classe, mais un tribunal, où c'est toujours les mêmes qui récupèrent. Et puis, il y avait une question aussi sur le fait qu'il y a un effet de leader qui peut survenir parfois dans ces moments-là. Et là, je vous présente un autre outil qui est lui tiré des travaux de Sylvain Connac, qui propose de dire qu'en fait, c'est pas si facile comme enseignant d'être celui qui pose le cadre et de réguler à quel moment est-ce que l'enfant est adapté à la situation collective ou de participation ou non. Et puis, il propose, et c'est ce qu'on a fait avec ma collègue, de essayer d'avoir des lois de classe ou des lois, en fait, selon, dans le canton de Vaud, en tiré à la Léo, qui sont accessibles pour la compréhension des élèves. Et cette partie-là, en fait, les lois, on ne peut pas les changer. C'est comme ça. L'intégrité doit être respectée. C'est un engagement que nous, on prend en tant que professionnels. Par contre, la partie qui me semble assez intéressante, c'est qu'est-ce qu'on va décider ensuite comme valeur pour la classe, pour toute l'année. Et à partir de ces valeurs, quelles sont les règles? Et en fait, ça redonne du pouvoir au collectif. Et je crois que c'est une manière d'éviter que des leaders petit à petit fassent leur loi dans l'environnement de classe. Et puis, on peut toujours revenir avec ces règles. Alors, il y en a qui sont bizarres. Hein. Ici, j'ai répondre lorsqu'on nous pose une question, parce qu'on a une élève qui maîtrise les silences. Et elle choisit de ne pas répondre quand elle est un peu embêtée. Et ça, c'est la classe qui a déterminé que ça allait être une règle. Et elle s'est retrouvée à devoir voter pour cette règle. Elle a accepté ce chemin-là. Et moi, je peux y revenir régulièrement pour protéger des élèves ou pour permettre à cet élève de s'associer à la culture qui est la nôtre, qui est d'une communauté qui veut participer et participer collectivement. Je vous avais promis une visite de classe. Alors, on va se déplacer un petit peu. J'ai juste peur pour ma batterie, mais ça va le faire normalement. Il n'y a pas d'élèves ici, hein, mais voilà les petits coussins en mousse qui sont l'espace de participation dans lequel on se retrouve quand on est tous à avoir un moment d'échange collectif. Ça peut être pour raconter le week-end, ça peut être pour l'assemblée de classe. Et je trouve que la force d'avoir un espace dédié, tu en parlais, hein, Maud, dans les espaces physiques, eh bien, c'est associé à un moment de participation. Et en fait, le fait qu'on est en cercle, ça implique que personne n'a un truc dans les mains ou quelque chose à vite aller chercher. On est là, présents les uns pour les autres. Personne fait dos à personne, en fait. Et donc, on est tous confrontés au regard des autres et à cette envie d'être ensemble. Et ça facilite, à mon avis, l'écoute, en fait. Parce que dans la participation, il y a le fait de s'exprimer, mais il y a surtout le fait d'être entendu. Et si dans l'espace de participation, c'est un moment où tout le monde parle sans que les règles soient définies de prise de parole, ça peut devenir un moment, si nous, on choisit de se retirer, où effectivement les leaders prennent le dessus. Et si on parle de prise de parole et de code de gestuelle, eh bien, on va replonger dans le petit icebreaker qu'on vous a proposé en début de séance. C'était chouette d'avoir les retours des personnes qui étaient dans mon groupe, notamment une enseignante qui était en contact avec des personnes malentendantes, un enseignant spécialisé, il me semble, Monsieur Dumont, personne autiste, c'est juste, avec une compréhension très rapide de « mais oui, en fait, ces signes de main, ils permettent de communiquer ». Alors, ce n'est pas des signes officiels, ceux-là, c'est des signes, des symboles que j'ai redessinés, qui sont ici affichés dans ma classe, et puis qui ont une légende. Alors, la légende, c'est la légende de cette année. Je vote pour, je demande la parole, urgence 2 secondes ou on me gêne. C'est des propositions que j'ai reprises d'un livre de Ben Haïda. Je vous mets la référence ici, aux éditions Canopée. Repères et clés pour l'enseignement bien débuté en élémentaire.
Et puis, lui, il propose ces codes qu'il utilise depuis passablement de temps pour justement favoriser cette participation. Dans le contexte de classe, c'est un peu particulier, on apprend très très vite à lever un doigt ou la main pour prendre la parole. Et parfois, en tant qu'enseignant, on aimerait que la participation existe, mais on a des élèves qui lèvent la main et parfois, surtout dans les petites classes, il y a des urgences pipi. Et c'est juste au moment où vous alliez parler de la métamorphose du papillon. Et vous dites, mince, ça tombe quand même vachement mal. Donc la fois suivante, si la même personne lève la main, ben, peut-être qu'on la fera patienter ou peut-être qu'on se dira c'est une urgence et on n'a pas toujours accès en fait à ce que l'enfant souhaite exprimer parce qu'on est sur un modèle où il y a une personne qui transmet et d'autres qui écoutent pendant passablement d'heures par jour. Et ce modèle-là, je le trouve assez révolutionnaire pour moi, en tout cas dans ma pratique. Je l'utilise depuis 6 mois environ. Et puis, cette année, c'est les légendes qui sont installées là, que j'ai imposées, que j'ai repris du livre. Mais je crois que l'année prochaine, ensemble, avec la classe, on va déterminer quels seront nos codes et puis peut-être qu'ils vont bouger ces codes-là durant l'année. La chose la plus puissante, il me semble, dans mon expérience par rapport à ces codes, c'est je vote pour et j'ai une question. J'aime dans la classe régulièrement ce que Maud présentait, hein, proposer régulièrement des possibilités de allez, on fait quoi maintenant? Est-ce que vous avez encore de l'énergie pour faire du français? Est-ce qu'on passe aux maths? Est-ce que des questions qui me permettent de moi modéliser ou moduler ce que je vais proposer? Et en fait, des fois, je fais des levées de main et il y a 3 mains pour, 3 mains contre, puis en fait, plein d'autres mains qui viennent juste après pour dire c'était quoi qu'on devait voter? Et en fait, ça venait parfois polluer mon processus démocratique parce que, en fait, je voulais avoir accès. Puis en fait, la moitié des mains levées, c'était simplement pour dire pardon, je viens de me réveiller, vous pouvez me redire où on en était? Et en fait, en levant la main pleine, c'est un vote. Et donc, si je propose un vote rapidement au milieu de ma journée, parce que j'aimerais avoir une culture participative et que les élèves lèvent la main et que je vois un doigt levé, je me dis soit il ne se rappelle plus, soit en fait il n'a aucune idée du vote. Et donc je vais devoir d'abord m'enquérir de savoir pourquoi il lève la main et ensuite prendre la main. Et pour moi, c'est l'outil qui paraît un peu tout simple hein, et pas très sorcier parce qu'il suffit d'imprimer les documents, les images et déterminer les codes. Mais je trouve que le rendu est assez puissant et j'ai aussi expérimenté dans le cadre de conseils de classe, d'élèves, pardon, à l'échelle du collège. Et c'est assez fou parce que dans ces conseils-là, on essaie de se retirer le plus vite possible les enseignants pour que la participation elle soit vraiment effective et qu'il n'y ait pas de biais de notre part. Et c'est chouette de voir des élèves qui sont rassurés par ce code. Et en fait, ils vont proposer des votes et ils vont maîtriser cette gestuelle. Alors, cette gestuelle, ce n'est pas Benaïda qui l'a développée forcément. Elle s'est développée dans le cadre des indignés, du mouvement des indignés en 2011, avec des gestuelles très, très précises. Et puis, on imagine qu'à l'époque du Paléolithique, pour que la proie ne s'échappe pas trop vite, il y avait des codes déjà de chasse, et il y en a dans pas mal de situations dans le monde, des codes de chasse qui sont bien établis pour pouvoir offrir encore plus de nuances que ce qu'on peut offrir avec la voix. Tu parlais, Maud, d'éléments pédagogiques. On va essayer de passer un petit moment là-dessus. Catherine, tu me dis si c'est le moment de passer à la suite. Ça va, on a encore quelques minutes. Tu as encore 6 minutes, si tu veux, dans les 20 minutes. Ouais. Yes, bon, on va faire 3 et 3. Vous avez ici derrière un arbre de connaissances avec les objectifs, certains objectifs d'élèves. Donc, vous avez de ce côté les très agréables livrets. De l'autre côté, on a plutôt le français. Il y a des homophones. Est-ce que je mets la majuscule début d'une phrase? Est-ce que ma recherche dans le dictionnaire est-elle efficace? Les oiseaux, est-ce que je connais 20 oiseaux de notre région? Et en fait, ces brevets-là, ils sont à choix. C'est-à-dire que les élèves déterminent ce qu'ils ont envie d'apprendre. D'autres années, les élèves pouvaient eux-mêmes proposer des brevets. Donc, je sais allumer un feu. Qui c'est qui aimerait faire le brevet? Parce que cette connaissance, je vais pouvoir l'apporter. Alors, on a eu des petits problèmes avec le service feu, mais j'ai dû m'assurer qu'on n'avait pas de détecteur qui allait nous faire venir tous les pompiers du Verdon. Mais l'élève, elle n'avait pas énormément de compétences scolaires, dites scolaires, mais la fierté d'elle, être détentrice d'un savoir qu'elle allait pouvoir transmettre, ça l'a motivée pour d'autres apprentissages. Et donc, vous voyez peut-être pas, sous chaque objectif, il y a la liste des prénoms, et moi, ça me donne aussi un accès sur là où ils en sont dans leurs apprentissages. Il y a la question du temps, Maud. Quand est-ce qu'on fait ça?
Eh bien, déjà, je vais faire une boutade, hein, mais tout le temps qu'on a gagné avec la gestion de conflits qui s'est fait à d'autres moments, parce que j'y crois en fait. Une classe participative, quand on offre du temps aux participations, c'est du temps d'une classe qui collabore, qui vit ensemble et un climat de classe qui est nettement amélioré. Eh bien, quand est-ce qu'on fait ça? Dans des moments d'apprentissage participatif. Et là, il y a des tas d'ateliers, en fait, que l'élève choisit et puis il apprend par lui-même, ce qui me permet, moi, d'avoir du temps pour des élèves qui auraient besoin d'un peu plus d'aide pour une chose ou l'autre. Oups, j'ai perdu la main avec mon doigt. Vous me voyez, et vous me voyez toujours. Donc, c'est pas vraiment une invention miraculeuse, hein. Montessori l'a fait bien avant. Et puis, on va retrouver Célestin Freinet quelque part. Mais Fernand Houry, c'était des bons camarades pour déjà ouvrir des chemins sur comment vivre une classe active et finalement pas loin d'une classe participative.